Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Je garde le sourire malgré la contre-performance de l'Olympique de Marseille. Et nous avons convoqué un beau plateau encore ce soir pour en parler. Michel Aliaga, responsable des sports de France 3, est avec nous. Salut Michel. Salut Sam, merci de m'inviter, c'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé, c'est toujours un grand moment quand on a Michel avec nous. Ça fait plaisir. Romain Canuti, l'habitué du talk show, est là aussi. Salut Seb. Et un petit nouveau, Maël Lemoine, qui nous fait le plaisir, journaliste, d'être avec nous aussi. Salut Maël. Salut Seb, salut tout le monde et hâte de débriefer tout ça. Il y a des choses à dire. Alors pour la petite histoire, parce que ça vaut le coup de le raconter quand même, Maël, il y a 4 ans. Il y a 4 ans de ça, nous avait envoyé une demande pour faire un stage et en fait il m'avait fait une petite vidéo en disant voilà, je vous explique, je veux faire un stage au Phocéen, etc. Et la petite vidéo, elle était incroyable, elle était super. Et rien que sur la vidéo, j'avais dit ah ouais, lui il faut le prendre. Et du coup, je lui avais dit, ben ouais, écoute, on te prend un stage au Phocéen. Et bim, le Covid était arrivé et il nous avait dit, on reste tous chez nous. Et donc, du coup... Ça m'a tué. Ben non, puisque tu as quand même continué ton parcours et c'est très bien ainsi. Allez, première partie de cette émission. Comment expliquer le trou d'air en seconde période? Alors, je précise la question, parce que la question, quand on l'écrit, on est limité en termes de caractères et de mots. Michel, cette année quand même, on a le plaisir de t'avoir, on va commencer avec toi. J'ai dit sur plusieurs émissions qu'on avait la chance, je pense, d'avoir de nouveau des tauliers à la personne d'Olbjerg. On a gardé Balerdi, on a Rouli qui en impose aussi. Bref, on sent que cette équipe elle a plus de niaque. Mais malgré le fait qu'il y ait plus de caractère, il y a quand même eu ce passage à vide. Alors comment on l'explique, Michel ? Alors d'abord de l'humilité, hein. On ne va pas tirer des enseignements au bout de 2 journées. Je trouve que c'est assez ridicule. Donc il faut. C'est pour ça que j'étais un petit peu surpris en amont avec les pronostics qui étaient très optimistes. Voilà. Moi, par exemple, j'ai rarement vu un premier match abouti au Vélodrome, que ce soit avec Jean-Pierre Papin ou Didier Drogba. Donc j'ai même été surpris de cette première mi-temps. Et donc voilà, je vais essayer d'être moins radical que d'habitude par rapport à tes questions. Je pense malgré tout qu'il y a un aspect tactique très important. Le système de jeu va nous permettre de marquer le premier but, qui est selon moi fantastique. C'est vraiment le type d'action collective que deux herbivores, bon ça me plaît pas hein, cette expression, mais vraiment il est magnifique ce but. Mais je pense qu'il demande beaucoup d'énergie. Il demande beaucoup au milieu de terrain. Pourquoi ? Parce que en fait, moi je me suis posé la question et je l'ai posée en fin de match à Lilian Brassier, s'il y avait interdiction de balancer, de sauter une ligne. On a l'impression qu'il faut tout le temps relancer court et que les défenseurs ont interdiction de sauter ces lignes. Et donc ça demande une énergie incroyable, ça sollicite les milieux de terrain. Et quand à l'entraîneur adverse, à la mi-temps, il le voit, peut-être qu'il te presse. Il te presse, il joue beaucoup plus haut. Si tu es un petit peu fatigué, si tu n'es pas concentré, tu as des vagues qui reviennent. Et donc je pense que là, il va falloir travailler là-dessus de Zerbi à l'entraînement ou quoi, pour avoir au moins un plan B. C'est une des explications. Et moi qui étais beaucoup moins inhibé, qui ont tout lâché, ils ont des joueurs de ballon. Et toi, par exemple, le premier but que tu prends, tu t'aperçois que Brassier est sur le côté. Il est sur le côté gauche, il attend, avec le cul, il essaye de protéger le ballon, mais il ne veut pas dégager. Il dégage pas. Il peut balancer, tu vois, un petit peu sur l'attaquant. Mais non, il a pratiquement comme consigne, peut-être, il m'a dit non, hein, de surtout pas rendre le ballon à l'adversaire. Tu perds le ballon, il y a corner et après il y a but. Donc, tu me demandes pourquoi avec ça, je te donne une de mes pistes, de mes possibilités, c'est la tactique énergivore. Et à mon avis, il faut penser à un plan B. Même inconsciemment, je pense que la première mi-temps joue quand même dans les têtes. Tu les as surclassés avec les occasions que tu t'es procurées. Et dans les têtes, tu t'es dit, bon, il va falloir gérer la deuxième. Tu n'as pas abordé, on va dire. Et puis effectivement, tu prends ces vagues, tu te dis que ça va durer qu'une action. Et en fait, eux, ils étaient... vraiment programmé pour tout donner à ce moment-là, donc c'est bien joué de leur part. Ça doit nous servir de leçon pour la suite. On voit les statistiques, Romain, préparées par l'excellent Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission.
Cette fois, sur ce match, on a eu 65% de possession de balles, 21 tirs, 11 cadrés. Les expected goals. Tu avais 5 tirs cadrés contre, et c'est ça. Tu vois, contre Brest. Ouais, c'est quasiment le match inverse. Hein. Si ouais, tu regardes bien, ça. c'est pour ça que quand tu regardes après, excuse-moi, Maël, mais Brest, au bout de 30 minutes, tu mènes 3-0, tu as passé 3 fois le centre. Je caricature à peine, mais tu as eu 3 occasions. Et tu as un roulis exceptionnel, alors que là, tu dois être 3. Alors, hier, Romain, on rigolait un petit peu. Il y avait Bruno Blanza qui disait 4, 5-0. Et Romain, il a un petit peu branché. Il a dit 1000 aussi, tu vois. Mais en étant pas marseillais, tu es d'accord que 3-0, c'est un score qui est, à mon sens, logique en étant neutre, pas passionné. On a les XG, j'ai même regardé les XG, pardon, j'ai regardé les XG individuels. Wai, à lui tout seul, c'est 1,88, je crois, de XG, tout seul. C'est-à-dire que, normalement, statistiquement, les joueurs qui se sont retrouvés dans la position de Wai, en une mi-temps, ils ont mis 2 buts. En même temps, c'est quasiment lui qui a eu toutes les occasions de la première période. Mais justement, le contraste, je le trouve assez fort par rapport au match de Brest. C'est que finalement, en termes d'occasions pures et dures, on a limite plus contre Reims là dimanche que contre Brest. Sauf que contre Brest, au bout de 30 minutes, ça finit à 3-0. C'est ça la magie du football. Voilà, c'est ça. Alors qu'au final, en termes d'occasions, c'est assez similaire. Pour expliquer le trou d'air, en tout cas, De Zerbi n'a pas su l'expliquer lui-même parce que je crois qu'après le match à la conférence de presse, lui n'a pas su l'expliquer. Il parle de blackout. Voilà, c'est inexplicable. Ça. Donc, et c'est assez rare un coach qui parle d'inexplicable comme ça, parce que normalement il y a toujours des petits arguments ou des excuses, mais là il n'y en a pas eu. C'est très étonnant aussi parce que je me rappelle aussi à la mi-temps qu'il y avait Amin Harit, il me semble, au micro du diffuseur, qui disait voilà, faut rester humble, faut qu'on reparte d'entrée de jeu là pendant la seconde mi-temps et garder la tête froide avec justement la personne qui l'a interviewé en lui disant ça y est, c'est un match de fou, vous dominez, tout va bien dans cette première mi-temps, et lui-même disait non, c'est pas fini, faut reprendre l'entrée de jeu. Ça c'est de la communication. Tu parlais de De Zerbi, on va écouter le coach tout de suite. La prestazione il primo tempo è stata fatta molto bene, gli ultimi 20 minuti sono stati fatti molto bene. Non, je pense pas qu'on peut dire ça. Déjà, il faut bien séparer la prestation du résultat. Je pense qu'on a fait un bon match et les 20 dernières minutes aussi étaient très bonnes. Il y a ce blackout de 20 minutes. La première période, c'est une bonne prestation. Alors c'est sûr que peut-être on aurait pu gagner en rapidité, aussi être un peu plus courageux, avoir des séquences un peu plus courtes. Mais vraiment jouer plus en équipe aussi, ça se joue sur des petits détails. Mais par exemple sur cette action où on a Balerdi, on a Holberg, on a Luis Enrique, on a Quentin, on a Kroos, tout ça, vraiment ça montre quand même qu'on peut voir certains éléments. Quoi. Bon, simplement, l'interprète, il a du travail à faire. Il faut qu'il bosse aussi, c'est un début de saison. Hein. On est là pour lancer des débats. Kroos, on précise pour les gens qui nous suivent. Oui. Kroos, c'est pas Tony Kroos, il a croisé en fait, c'est ce qu'il disait. J'ai pris parle du Real. Là. Est-ce que pour lancer le débat, De Zerbi dit on a eu 20 minutes de trou d'air et puis après on a eu 20 minutes où de nouveau on était. Est-ce que vous êtes satisfait vous de revoir un peu le clone de Sampaoli, c'est-à-dire que pendant 20 minutes on a fait tourner le ballon, Balerdi il était là. Alors je sais très bien que c'est pour aspirer l'équipe adverse, mais contrairement au match de Brest où j'ai vu une équipe capable de faire des transitions, alors évidemment on était à l'extérieur, mais là, est-ce que ça m'a pas manqué de temps en temps de verticalité dans cette équipe, quoi, c'était beaucoup de passagisme. Bon, là, après, c'est l'éternel débat du football. Avec Romain, on va peut-être pas être d'accord, toi non plus, j'en sais rien. D'abord, je te disais l'humilité, par exemple, en regardant la troisième mi-temps hier soir, tu vois, du Phocéen, j'ai un poil changé d'avis. Alors, tu sais mon affection que j'ai pour Romain Herring, qui m'a un poil fait changer d'avis sur mon ressenti après match, c'est-à-dire que j'étais un peu moins dur. Moi, Sampaoli, ça me gonfle. Voilà, je l'assume. De Zerbi, ce que j'ai vu hier, il y avait une patte qu'on peut comparer à Sampaoli, mais avec, selon moi, beaucoup plus d'occasions de but. Moi, la première mi-temps, elle m'a vraiment emballé. C'est pour ça que je te parle des 20 dernières minutes. Voilà, elle m'a vraiment emballé. En revanche, j'ai des doutes sur des joueurs, j'ai des doutes sur ce que je viens de te dire sur le système de Zerbi parfois, même si c'est la deuxième journée. J'ai des incertitudes, des petites inquiétudes de plan B quand tu vas jouer sur un bloc bas. J'ai pas trouvé, même à la fin de la deuxième mi-temps, ils ont essayé d'aller chercher le résultat. Je trouvais qu'on manquait de monde dans la surface. Je pense qu'on va être embêté devant des blocs bas. Donc pour répondre directement à ta question, le De Zerbi de la première mi-temps me plaît énormément.
mais il faut qu'on marque des buts. Je pense qu'il faudrait juste un peu être aussi un peu cohérent. Donc du coup, je vais tâcher de l'être avec moi-même. Quand on a recruté De Zerbi, je suis parti des gens qui étaient très contents. J'ai dit, ce mec-là va nous amener du jeu, et si on n'est pas champion ou quoi que ce soit, on pourra quand même kiffer parce qu'il va nous apporter quelque chose. Je l'ai dit quand on gagne à Brest, je dis ouais, c'est génial. Tu ne peux pas le dire juste quand tu gagnes 5-1. Donc, Non, mais fois, je parlais avec sourit Simon moins. Ayen avant l'émission et il était d'accord avec moi pour dire dans le jeu de De Zerbi, et vous allez peut-être me dire non, tu dis n'importe quoi et ça ne sera pas la première, ça ne sera pas la dernière. Il me semble qu'il y a des phases de pressing aussi. Il y a des phases de position, mais il aime bien aussi mettre en place du pressing pour récupérer le ballon quand on l'a perdu. Qu'on a beaucoup moins vu d'ailleurs. Et moi, pour l'instant, j'ai pas vu de phase de pressing. Hein. Bah, si. Alors là, par contre, je te dis, par contre, c'est peut-être pas le pressing dont toi tu penses, c'est-à-dire très très haut, etc. Il y a un énorme pressing vers le milieu de terrain, c'est-à-dire que tu joues haut. Notamment, c'était le cas en première mi-temps où Reims n'a pas eu de situation, mis à part une, Exactement. où là, tu récupères beaucoup de ballons parce qu'en fait, tu as souvent 2 ou 3 joueurs au porteur du ballon. Moi, je l'ai vu du stade, on en parlait, etc. J'ai trouvé Kondogbia qui avait fait une bonne première mi-temps et Højbjerg. Et en plus, Luis Enrique qui était au milieu de terrain, etc. Et beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Et ils avaient du mal, si tu veux, à vraiment franchir ce mur-là. Et moi, je considère que c'est une forme de pressing. Et après, tu peux avoir le pressing, si tu veux, à l'Espagnol ou à la City où tu es aux 20 mètres de la surface, ça, c'est pas ce type de pressing-là que. C'est pour ça que je fais la distinction entre la première mi-temps qui, pour moi, a été très bien maîtrisée et ces 20 dernières minutes où De Zerbi a l'air content de la prestation des Olympiens et où tu es à 2-2. Et j'aurais aimé voir un Olympique de Marseille, Maël, beaucoup plus haut. Non, mais c'est très énergivore. C'est très énergivore. Et il y a un problème qu'on n'a pas encore parlé là pour l'instant, c'est un problème de talent. Il y a des joueurs qui, dans l'équipe, je suis désolé, on parle de jouer le titre, etc. Avec certains joueurs qui étaient alignés hier, ou que tu avais sur le banc, il y a des joueurs qui sont extrêmement limités. Alors j'essaye. Non, mais on a dit, c'est la deuxième journée, on ne va pas être radical, on ne va pas dire lui, crac, qu'encore une fois, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais non, mais tout le monde le sait. Je veux dire, avec Koné, par exemple, à la place de Kondogbia sur 90 minutes, je pense que tu as un peu plus de qualité technique, de percussion, de physique. Je pense que Greenwood, il est un peu seul devant parce que c'est un joueur fiori-classe et qu'à côté de lui, il n'a pas des joueurs de son niveau. Je pense que Balerdi et Rouli, ils n'ont pas des joueurs de leur niveau autour d'eux. Donc ça fait quelques joueurs pour lesquels moi, je me pose des questions. Je ne suis pas radical, encore une fois, mais qui n'ont pas le talent, à mon avis, aussi pour exercer ce jeu de De Zerbi qui, au bout de la 60e, 70e, peut-être montre ses limites. Après, je pense que tu es aussi dépendant d'un facteur qui est très important, c'est les plans de l'adversaire. Ça veut dire que tu as maîtrisé ta première mi-temps, mais il y a eu un discours à la mi-temps aussi. Je pense que le coach de Reims a dû faire certaines modifications et on l'a tout de suite vu sur la deuxième période. Donc déjà, ça, tu peux pas enfin, tu es censé l'anticiper, mais tu peux pas forcément le maîtriser. Non, mais c'est inquiétant, parce que tout le monde va savoir comment on joue. Je disais qu'il va le faire. Il y a aussi autre chose à pas oublier, c'est que c'est un collectif qui ne se connaît pas encore. Et des trous d'air, tu vas forcément en avoir dans la saison. Le tout, c'est de savoir les gérer au mieux, mais tu vas en avoir dans un match des trous d'air. Et là, moi, de mon ressenti, j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas comment gérer, justement. C'était un peu la première fois, finalement, c'est la première fois depuis ce début de saison où on était en difficulté. Mais à ce moment-là, personne ne se connaît, personne ne sait comment réagir. Et ça, c'est important dans le mental. J'ai l'impression qu'il n'y a que quand on a pris le deuxième but, tu vois, où là, vraiment, on était mené au Vélodrome, tout le monde était scotché. Je trouve que alors qu'on est mené, moi, j'ai vécu ça. Alors, on ne va pas comparer. L'objectif, c'est pas de faire juste mieux que l'année dernière. Mais l'an dernier, il y a des matchs. Je savais très bien, on égalise à la demi-heure, il reste une demi-heure à jouer. Je sais très bien qu'on n'allait pas marquer. Tu allais avoir une situation grand max. Moi, hier, je trouve qu'on a eu des situations pour marquer. Et même si on pousserait le vice, par rapport à ce que tu disais en termes de type de jeu, si on fait un truc totalement débile, c'est-à-dire qu'à l'intersaison, on ne recrute pas un coach, mais on recrute 2 coachs. On dit on prend 2 Zerbi quand on doit jouer des blocs hauts, et on prend Conceição pour faire un truc résultatiste et compagnie. Je pense que hier, Conceição, il ne gagne pas le match. Parce que hier, pour moi, on a eu des occasions. Le système de De Zerbi nous a amené des occasions dans les 20 dernières minutes. J'en ai une très précise en tête.
Et à un moment donné, il y a Harit, vous voyez, qui réclame un penalty. Il y a centre de Merlin. Merlin, il en a envoyé des bons centres. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a Harit qui est pris dans la surface, qui réclame un penalty. On attend tout ce qui est la VAR, il n'y aura rien du tout. Il n'y est pas. Moi, sur cette séquence-là, j'en veux pas à Harit, mais il y a Kondogbia qui est 2 mètres devant et qui, en fait, ne se jette pas pour couper le ballon. J'ai la faiblesse de penser, parce qu'on ne l'a pas encore vu, on est toujours sur une super bonne impression de lui, que si c'est Ismaël Koné à sa place, il tacle et il y a but et on dit on a renversé la situation et c'est génial. Bon, après, on revient toujours aux mêmes choses quand même. Tu vois, on parle de système de PSG par exemple, le collectif, il y a Mbappé qui est parti, voilà, ça joue, etc. Et là, le collectif de Zerbi, moi j'entends ça. C'est vachement plus important d'avoir un collectif que des individualités en soi. Mais quand même, à un moment donné, qui c'est qui te fait gagner les matchs? Ce sont quand même des joueurs Fiori-classe. Ce sont des joueurs qui ont un plus, qui vont te faire dans une défense regroupée un geste différent ou pas, que peut faire chez nous Greenwood. Et je pense quand même qu'il nous manque beaucoup de joueurs de qualité. À mon sens, voilà, je suis rassuré sur plein de domaines. Mais collectif ou pas, les joueurs ils se connaissent ou pas, Enrique, ça sera jamais Ronaldinho. Donc, arrêtons de parler de Luis Enrique. Comment tu as trouvé non, Ro, mais du coup, il est gentil, il était nul, il est devenu correct. Tu comprends? Il y a une femme. On part tellement de loin avec Harit, ce qu'il fait depuis 2 journées, c'est exceptionnel pour un joueur qui n'était jamais décisif. Quelques passes décisives. Donc, mais ça reste Harit. Tu vois ce que je veux te dire. Est-ce que Harit, en tant que doublure, tu ne serais pas satisfait? Bien sûr, moi je pense qu'il faut le garder, parce que c'est un joueur de ballon magnifique. Est-ce que tu as mieux en doublure en Ligue 1 que Amina? Je sais pas. Je pense pas. En revanche, pour te répondre, j'ai été extrêmement surpris par Ro. Il va falloir qu'il joue. Hein. Alors, il y en a, j'ai entendu, c'est Jarnik hier qui était hypé par Luis Enrique et qui pensait que Ro, il pouvait jouer que 25 minutes, que c'était un dynamiteur. Moi, je respecte ce qu'il pense. Je ne détiens pas la vérité. Mais Ro, tu vois qu'il a 12 Enrique dans chaque jambe. Alors, Enrique, c'est un super coureur à pied. Marseille Cassis, encore une fois, très très bon. Mais c'est les limites. Kondogbia, Harit, Enrique et grosse inquiétude, à mon avis, dans le défense central. Là, il faut se poser les questions. Magnifique. Y a-t-il péril dans la défense? Passe décisive de Michel Aliaga, but de Sébastien Volpe. On est à la 2e partie de cette émission. Michel disait qu'il était très inquiet pour la défense centrale. De même. Non. Très inquiet. Je dis encore une fois qu'au bout de 2 journées, il ne faut pas non plus être radical sur ses positions. Alors des doutes, des attentes. Alors, par exemple, Hojbjerg, tu n'as pas besoin de Greenwood, Rulli, tu sais que c'est bon. Alors, juste Rulli, juste un petit truc, super goal, et je suis d'accord, il est avec toi dans ce statut-là. Juste, parce que c'est pas... Tu l'as mis chapeau 2, hein. Oui, mais chapeau 1, c'est Neuer et compagnie. Juste sur le premier but, donc sur corner, si vous vous rappelez, juste avant comment on concède le corner, il y a une frappe sans appui et sans élan de Nakamura. Et en fait, la balle, elle est un peu molle et tout. Et en fait, Rulli, je pense qu'il peut la capter et il envoie en corner. Oui, sauf que je pense que c'est le faux tir facile. C'est-à-dire que c'est le ballon qui fait poup, 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 poup et qui est contre le poteau. Et donc, il va la chercher. Je pense que c'est très difficile de la bloquer. Un pouce devant et qu'un attaquant derrière qui la met au fond. Petit message pour Evan 27, et je te rends tout de suite la parole. Prends un peu nos questions. Il y a la partie, tu le vois, c'est affiché, les questions, les réponses. Et là, je pose des questions. Là, pour l'instant, on débat. Donc, ce que je te disais, c'est que j'ai des doutes. J'ai des doutes sur Brassier et Cornelius après ces 2 prestations. Je me demande, puisque vous en avez déjà parlé dans les OM au café, avec Slim, avec Romain, si on a gagné au change en mettant Gigot, Mbemba dans le loft et en prenant Cornelius et Brassier. Mais peut-être que dans 2 mois, Brassier, il est très très bon. Et là, je te dis encore une fois, je suis pas définitif. Je m'interpelle. Je pense qu'il faut un latéral. Parce que Murillo, moi j'aime beaucoup, c'est un super 12e joueur, mais je m'interpelle. Je pense qu'on est un peu juste derrière. Hein. Quand je parle du collectif, je parle qu'il y a des individualités. Je me pose un petit peu des questions sur ces joueurs-là défensivement. Je trouve qu'on a pris un peu l'eau dans ces fameuses 20 minutes. Alors comme tu l'as dit, il ne faut pas être radical au bout de 2 journées. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être assez catégorique quand même par rapport à notre défense centrale du moins, ou plutôt centrale et latérale droit.
Parce que je pense sincèrement qu'entre Mbemba et Brassier, il y a un monde. Pour le coup, contrairement à Cornelius, qu'on découvre là cette année, je pense qu'on n'a pas vu là où il jouait avant. Brassier, on ne le découvre pas. Et on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon défenseur de Ligue 1. Est-ce qu'il a sa place en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille? Moi, je pense pas. Et je pense sincèrement que Mbemba est 10 fois meilleur que Brassier. En tout cas, c'est ce que je pense moi personnellement. À droite, tu perds Jonathan Klaus. Je pense aussi que Jonathan Klaus, je parle purement sportivement. Je ne parle pas de ce qui s'est passé à côté. Et je pense que son départ était inévitable. Mais purement sportivement, je pense qu'il est aussi bien meilleur que Murillo. Dans le domaine Murillo, offensif, parce que c'est un défenseur en bois. Ça, c'est mon avis. Hein. Dans le domaine Bah, offensif, il n'y a pas photo. Je pense que défensivement, ça se joue entre les deux. Et que oui, effectivement, offensivement, Klaus est bien meilleur que Murillo. Ouais, c'est pas prêt, pour En tout moi, cas, c'est pas défendre. en tout cas, pour moi, les deux ne sont pas comparables, mais d'un point de vue sportif, bien évidemment. Murillo, j'ai l'impression que des fois, on a tendance un petit peu aussi à le surcoter, si je peux me permettre. Parce que vu que ça a toujours été un remplaçant, il a toujours fait des bonnes rentrées et on n'en attendait pas énormément de Murillo. Et à chaque fois, il a fait son taf. Du coup j'ai l'impression qu'on a tendance à le surcoter, mais vous allez voir que là, en tant que titulaire, j'ai l'impression qu'il devient presque indiscutable dans cette équipe-là, en tout cas à l'instant T, parce qu'on n'a pas de doublure. Je pense que ça peut être très inquiétant. D'où, moi, mon envie de recruter Sildilia. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu contre aussi, mais je pense sincèrement que ça devient une priorité. Et tu verras qu'il va mettre de la concurrence avec des joueurs peut-être auxquels on ne s'attend pas. C'est pas impossible que Meïté Siré, c'est pas impossible que Rongier, même si on a bien compris que c'était plutôt une défense à 3 avec Murillo et que Rongier ne rentre pas dans ce cadre-là. De Zerbi, ce que je vois et ce que j'entends surtout, parce qu'il est cash, Murillo, je pense pas qu'il aura 12 chances. Pourquoi il n'est pas rentré Rongier hier, Michel? Tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. Tu peux pas, quand tu n'as pas joué pendant 10 mois, rentrer, tu rentres à Brest quand tu as 5-1, tiens Mino, allez, tu rentres, tu cours un petit peu la compétition, tiens, on te donne un petit peu le bonbon, mais ça n'existe pas. Comme Carboni qui n'a pas fait une minute de match de préparation, il ne peut pas jouer démarrer. Là aussi, j'ai un doute sur Carboni. Hein. On verra, moi, qu'il a du ballon, mais il a 19 ans, peut-être qu'il est un peu en sucre. Donc tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est mieux Kondogbia fatigué que Rongier. Au départ. Départ, tu n'as pas connu. Oui, au départ. Non, mais après, dans le match. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, c'est interdit athlétiquement de faire jouer Valentin Rongier au départ. Non, dans le match ensuite, dans l'évolution du match, pourquoi il n'est pas rentré? Je pense que ça aurait été difficile pour Valentin Rongier de rentrer, même à la 65e, avec le rythme qu'il y avait, tu perds 2-1. C'est encore trop tôt. Au-delà de la difficulté de rentrer dans ce type de match, c'est aussi qu'il ne faut prendre aucun risque avec Rongier. Et je pense que quand ça fait 1 an qu'il ne joue pas, ça ne sert à rien de vouloir presser. Tant qu'à faire, ça fait 1 an qu'il ne joue pas. Donc je pense que tu n'es pas à 1 ou 2 matchs près. Et donc ça ne sert à rien de le cramer dans ce type de match-là où tu ne gagnes pas. Donc tu vas avoir une forte intensité. Le match face à Brest, il rentre, c'est quasiment comme un entraînement. Tu gagnes 5-1, c'est aussi plus symbolique parce qu'on est tous contents de revoir Rongier sur un terrain. Mais voilà, il sait qu'il va faire le dernier quart d'heure à 70% pour ne pas se cramer, pour ne pas se blesser. Même réponse pour Sternal. Tu as vu qu'à Brest, même déplaise à mon ami Romain qui le veut dans la rotation, tu as vu que Sternal, c'est un enfant, il a 12 ans et demi. Il s'est pris un coup d'épaule, il va dans la tribune, il est gentil. Entraîne-toi avec De Zerbi pendant 1 an, regarde un peu les stades, mais tu n'as pas le niveau physique. C'est pas possible. Donc il rentre à 5-1, Sternal. Il est content, il prend la prime. Voilà, pop. Mais tu as bien compris quand même que c'était un ado. Donc hier, tu fais rentrer Sternal, pêcheur. Avec les mecs de Reims, avec les mecs de Reims, il allait à la tribune gagner. Donc il faut à un moment donné raison garder. Voilà, il te manque, à mon avis, 3 joueurs dans cet effectif pour pouvoir faire 3-4. Sinon, ça va être, je pense que ça va être difficile, 2 herbiball ou pas. 2e journée ou pas, voilà. Et je pense qu'il nous faut un avant-centre à tout prix. On le saura jamais. Il faut un défenseur latéral. On le saura jamais, Michel, parce que de la même manière que Seb, on a bien compris, aurait aimé voir Rongier rentrer à la place de Kondogbia et ça s'entend. Moi, je reste convaincu qu'un Sternal qui rentre à la place de Luis Enrique, il se faufile comme une souris entre les 2 éléphants, Agbadou et Okumu, et qui te provoque un péno. C'est un enfant. Mais un enfant, ça peut aller te chercher un péno. Parle-moi d'Abdallah, à la limite, qui a 1 an de plus et qui a un peu le sens du but. Je dis pourquoi pas sur un quart d'heure. Mais regardez vraiment, si vous avez le temps, regardez l'entrée à Brest dans un meilleur contexte. Tu gagnes 5-1, il n'y a pas de pression. Waouh, ça m'a fait... Là, vous avez dévié, du débat, parce que c'était... Voilà. Alors, je reviens sur la défense. C'est important. Dans l'esprit et la constitution d'effectifs de Pablo Longoria, lui, il compte 6 défenseurs. Voilà.
il veut faire une saison avec 6 défenseurs, comptant Merlin dans un poste entre guillemets à part. Donc pour l'instant, t'en as 6 sur ce truc-là, avec Brassier, Balerdi, Murillo, Bamomeité, Cornelius. Merlin. Et non, alors pas Merlin, non. Mince. Tu les as tous donnés. Là. Il m'en manque un. Lirola. Lirola, merci. Bravo. Non, c'est pas moi, c'est Loïc Lachaud. Non, mais Lirola, il faut y penser. C'est-à-dire que est-ce que tu le considères, qu'il joue que s'il y a le Covid ou si tu le comptes dans les 6, Lirola. Dans l'esprit, voilà, il est compté. Pour vous dire. Il devrait partir, non? À la fin, il devrait partir dans les derniers jours. Qui va le vouloir? Le souci, c'est que tu es sur une organisation où tu te dis que lui, il peut faire entre guillemets le 6e, qui va pas trop jouer, mais qui va accepter son traitement. Donc, vous m'avez parlé de Brassier, les amis, mais est-ce que c'est pas un peu Balerdi qui se trouve sur le second but? Oui. Bon. Parmi d'autres, hein, pas le seul. Alors, se trouver, non. Au départ, De Zerbi dit que c'est une balle perdue d'Harit. J'ai regardé, effectivement, Harit cherche à jouer le coup tout seul. Ensuite, tu as Murillo qui a des secondes clausiennes de retard au moment de récupération de l'attaquant. Puis tu as surtout ce mec qui fait son premier match de Ligue 1 et qui sort ce but parce que même après ce qu'il a fait d'éliminer machin, frapper d'où il frappe, enfermer, marquer petit filou. Ça lui arrive une fois dans sa vie. On va voir. Hein. Peut-être qu'on dit ça c'est la révélation de Ligue 1 il finit à 15 buts. Mais... Après, tu sais, c'est les nouvelles façons de juger les matchs. Un mec, il est battu dans un domaine aérien, il est battu sur un truc, on dit il est fautif. On trouve un fautif. D'abord, il faut s'incliner devant cette action somptueuse. Et deux, c'est vrai que, je crois que c'est Romain qui l'a dit hier soir dans la troisième mi-temps, Balerdi, il veut tacler proprement pour récupérer le ballon. Il tacle pas, tu vois, à la Chiellini pour envoyer le ballon en corner ou en touche. Il veut le récupérer. Et donc, il manque d'impact. En ce sens, il fait partie des responsables. Mais je ne trouve pas que ça soit une boulette, parce qu'après, il y a encore du taf. Murillo, il ne doit jamais se jeter parce qu'il est le long de la ligne. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le long de la ligne? Il va s'entrer en retrait, tu te mets en opposition. Voilà, il se jette comme un bourricot. Donc il y a du après il met une frappe énorme et il y a je crois que c'est Ito qui passe devant Rulli qui le gêne, donc il y a quand même beaucoup de circonstances pour dire que c'est la faute de Balerdi. C'est pour ça que le but a été vérifié à la VAR pendant un petit moment pour ceux qui se demandaient, c'est par rapport justement à la position d'Ito. Mais après il faut savoir ce qu'on veut. Pour moi effectivement s'il y a un principal responsable à déterminer, c'est Balerdi qui rate son intervention, qui a fait le choix de la propreté, mais là il fallait faire du Chiellini. Voilà. Il ne l'a pas fait, il s'est manqué, mais il faut savoir ce qu'on veut. On veut une équipe joueuse et compagnie, il faut accepter. On est bien content de Balerdi quand il nous sort des masterclass, là, tout ce qu'il nous a fait à Brest. Il sort sur, je ne sais plus sur combien de matchs, il était à 8-9, c'est le Lando Norris du football. Bon, là, il faut accepter qu'il fasse un match à 5 sur 10 où il ait cette intervention malheureuse. Si tu lui dis... Tu prends des risques, mais il faut que ça réussisse, sinon on t'en met plein la gueule et il prendra plus de risques. Je pense que l'an passé, entre les risques sur une relance propre ou qui est loupée et un attaque qui intercepte et un tacle que tu dois faire, si maintenant on en est au stade de se dire on va tacler pour récupérer le ballon, c'est plus du foot, alors c'est la PS, tu prends la manette. Non, je pense que l'an passé, il le fait pas comme ça. L'an passé à l'automne, où il n'est pas dans une situation aujourd'hui où il est prime, entre guillemets, qui surfe un petit peu, je pense que l'an passé, il tacle. Il envoie le ballon, comme tu dis. Voilà. Après, c'est la difficulté aussi d'être un défenseur, c'est que ce genre d'erreur, ça se voit tout de suite parce que ça se paye cash derrière, ça fait un but, alors qu'un attaquant qui va louper une occasion, tu vas très vite passer à autre chose. La vérité, c'est que la passe ratée d'Harit, s'il n'y a pas de Zerbi pour nous le rappeler, on se dit juste c'est Balerdi, il nous a dit ça, il nous a mis à pied et tu vas te rappeler de cette passe ratée qui passe complètement inaperçue en temps normal, mais c'est parce que derrière il y a but que tu vas te remonter les images et que tu vas essayer de trouver les coupables. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que Balerdi c'est le principal responsable. Après, je trouve pas non plus qu'il ait fait une boulette monumentale. Il a taclé, il a loupé son tacle. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il aurait peut-être dû y aller comme un boucher et mettre ça en corner. Mais bon, ça, tu peux jamais savoir ce qui va se passer derrière. Et comme tu l'as souligné aussi, il y a une action monumentale aussi de Fofana. Parce que derrière, pour trouver le petit filet comme ça et marquer derrière, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Et ça, malheureusement, Balerdi, il y est pour rien. C'est plus du talent du Rénan. C'est hors sujet, c'est juste un petit truc. Son attitude, lui, à Fofana, premier match en Ligue 1, tu marques, tu es euphorique et compagnie, machin.
pour moi, ça méritait un carton jaune. On s'en fout, ça change rien au match et tout. Mais je tiens juste à le dire quand même parce que ça s'est peut-être pas vu pour ceux qui ont suivi le match à la télé. Devant les supporters. Avec les USB. Ouais. Il est allé devant les supporters olympiens en montrant, machin, ouais, j'ai marqué. Et moi, ça me dérange parce que quand des supporters jettent des trucs, on va en parler, et il faut absolument pas le faire et compagnie. Mais là, t'incites un truc comme ça, je veux dire, on n'est pas au stade non plus. Tu peux pas aseptiser le foot non plus. Mais, je veux dire, le mec trouver juste milieu. Tu as tout à fait raison. Le mec, c'est un minot qui marque au Vélodrome, qui soit content. Je te rejoins. C'est normal. Après, il cherche. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il en a beaucoup fait. Tu vas célébrer. Là, tu vas vraiment provoquer les gens, alors que va vers ton banc, célèbre avec les tiens. Bon, on a la haine, mais tu as marqué. Tu vois, mais là, il a vraiment cherché les mecs de gagner. Oui, mais c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on peut venir en vacances dans le sud avec un maillot du PSG ou pas? Bon, moi, personnellement, je dis non. Après, parce que c'est la provocation pareil, du coup, tu vois. Est-ce que ce que tu dis là, tu le dis pas aussi en tant que supporter marseillais? Forcément, on le vit mal, ça nous la fout mal. Mais est-ce que ça, la même situation dans un stade adverse... J'ai réfléchi, tu vois, des situations, un joueur... NJ qui à Bastia leur fait calmas, but à la dernière minute et il s'est fait insulter tout le match, voilà. C'est pas pareil. Mais tu vois, un joueur de l'OM qui en ferait un peu trop comme ça face à un truc, je serais là à dire... Je poursuis là-dessus. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant pour la clim. Là. Ça limite moyen. Dans une société aujourd'hui compliquée, où il y a beaucoup de violence, etc., je ne fais pas le Calimero ou l'abbé Pierre, mais tu peux éviter, à un moment donné, tu peux rester dans une certaine limite. Bon. Vous êtes et je n'ai pas ton avis, par contre, sur les défenseurs centraux. Vous êtes... Moi, cette équipe-là, je l'ai dit la semaine dernière, je la trouve très équilibrée, très cohérente. Moi, Brassier, je pense que c'était un joueur 4 de Brest la saison dernière. Je pense qu'avec Balerdi, ça va être très complémentaire. Quentin Merlin, sur son côté gauche, ça a été l'homme du match. Je pense que le premier match à Brest, il a été très bon. Donc, les trois là, ça me convient. Rouli, par rapport à Paul Lopez, c'est le jour et la nuit. Donc, reste le facteur X à droite. Mais Murillo, il a fait des bons matchs l'année dernière. Donc, je ne vais pas le brûler sur un bûcher cette saison pour les premiers matchs. Holberg, qui pour moi fait partie de la défense. Kondogbia a été très très bon en première mi-temps. Donc moi je suis déçu du résultat. J'en veux plus à Wai. Et donc on va parler dans la troisième partie de notre émission. Décisif de Sébastien Moll pour Sébastien Moll. Maintenant je joue tout seul. Passe ton ballon, comme dirait Idriss Kasmi. Les amis, alors... Est-ce qu'on a été trop dur avec Wai? Alors moi, je précise pourquoi je pose cette question. Parce que la bronca du stade Vélodrome sur le joueur, certes, je sais l'extra sportif, les propos, nani, nana, etc. etc. Mais est-ce que c'est justifié, même s'il a manqué 4 occasions, alors certaines diront 3, etc. Bref, on s'en fout. C'est des ânes, des sgags. Voilà. Alors, allez, attends. Là, ça fait quand même pas mal de... Allez, on passe aux questions-réponses. Non, mais... C'est pas mal de milliers de sgags. Ça déconne. Ah, mais ça ne déconne. Tu es dans les... Alors je sais, au stade, tu es là, c'est un exutoire. Tu as très bien compris qu'à la mi-temps, tu sais, tu mènes 1-0, tu te dis putain, on n'a pas marqué le deuxième, le troisième, on va le payer. Tu connais le football par cœur. Tu le sais que tu vas être puni, tu le sais. C'est ça la vie, c'est ça le football, malheureusement. Tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu en as pris 2? Ben voilà, c'est la faute à Wai, c'est la faute à Wai. Bien évidemment que sur les 4 situations, moi j'en compte 4, il doit en mettre 2. 1, obligé. 2, normalement. Et plus si affinité, c'est pour ça qu'on peut être 3 ou 4-0. Ok. C'est créer des occasions. Le mec qui vient d'arriver, c'est le premier Vélodrome, tu le siffles quand il sort. Réfléchis un peu, même si c'est humain, que tu es dans le truc. Il y a l'extra sportif, est-ce que ça joue, Michel? Bien sûr, l'extra sportif, mais il a marqué le premier match. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Première journée, tu veux l'enfoncer, le premier match, tu veux le droit, mais tu veux lui mettre la tête sous l'eau. Tu ne comprends pas que tu te tires une balle dans le pied, que le mec, c'est dur. Il a fait exprès, le cher. Il a fait exprès. Il a fait ce qu'il a pu. Évidemment, il a été très maladroit. Moi, je l'ai trouvé intéressant dans le jeu, parce qu'il se crée quand même les occasions. Se retourner d'entrée, s'il marque se retourner, ben, peut-être que sa saison et son match, il te met un triplé. Cette balle qui met au-dessus, où il doit contrôler quasiment immanquable, ce qu'on dit, ça va vite, mais il doit absolument la mettre. Après, si on regarde les autres,
c'est pas si facile. Il est extrêmement malchanceux parce que quand tu sais que ça commence, que tu es vraiment pas verni, ben le but sur l'autre, il fait un exploit à la dernière minute, il fait un geste défensif incroyable sur la ligne, ça se joue à ça. Alors tu vas me dire, ouais, il peut rentrer, mettre la tête. Oui, bien sûr qu'il a raté son match, bien sûr qu'il en a trop raté. Et le sifflet, là, ça me rend fou. En fait, je pense que les gens. Je ne cherche pas à les pardonner ou quoi que ce soit, je comprends. Tu siffles un peu, c'est le seul changement à ce moment-là, alors que tu perds de 1, tu as ce côté oh, bougez-vous, machin, de réflexe. Et je trouve ça nul. J'ai des témoignages d'amis à moi en tribune qui se sont embrouillés avec des mecs à côté qui sifflaient en disant mais pourquoi vous faites ça et compagnie, c'est débile. On est sûr de se le couler jusqu'à la suite. Et moi, il y a juste un truc que je combats, c'est le délire ah ouais mais c'est Marseille, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de. Enfin, on peut aussi, on est capacité de réfléchir. On n'est pas. Et cette émission sert aussi à ça avec les interactions qu'on a. C'est de montrer que les supporters marseillais ne sont pas des bœufs qui sont là à dire mouiller le maillot, qui savent. Non, ils savent réfléchir, ils savent avoir des émotions, ils savent applaudir après des défaites. Ça s'est vu. Donc voilà. Donc il y a des moments où tu es aussi en capacité de. Donc il n'y a pas de fatalité de se dire ah ouais, mais tu sais, Marseille, c'est l'exige. Non. C'est son premier match au Vélodrome. Oui, mais c'est une réalité, Romain, qu'il y a ce côté un peu volcanique au stade Vélodrome. On n'est pas le public du Bernabeu. En gros, c'est pas être fataliste, mais faut quand même être lucide sur la situation. On est quand même un public qui est extrême. Et c'est pour ça que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Et Wai, dans 2 matchs, s'il met un doublé contre Toulouse et après qu'il remet un doublé au Vélodrome, il sera encensé par tout le stade. Et du coup, être fataliste, je suis d'accord avec toi, il faut pas l'être. Mais malheureusement, ça, tu peux pas contrôler forcément l'ensemble des supporters. Après, je pense qu'il y a 2 éléments aussi par rapport à ça. Déjà, je pense qu'il y a le traumatisme de Vitinha. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a tous vu un petit peu dans ces actions ratées du Vitinha. Et en te disant, ça y est, on a changé de neuf, tu poses 30 millions sur le mec, c'est Eli Wai, ça reste un gros nom. Je pense que ça joue pas en sa faveur. Et comme tu le disais, il y a l'extra-sportif. Moi, je suis persuadé que s'il n'y a pas cette affaire extra-sportive à côté avec l'histoire du PSG, etc., je suis persuadé qu'il ne se fait pas siffler. Alors, je pense pas qu'il se fait applaudir non plus. Mais je suis persuadé qu'il se fait pas siffler. Tu peux rappeler, Romain, il a été bien accueilli à l'aéroport, il a marqué le premier match. À l'aéroport, il y a 15 personnes. Il a été bien accueilli hier soir. Il a été bien accueilli hier soir. Romain, pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, donc, parce qu'on parle d'extra-sportif, mais il a juste, dans une interview, on lui a dit le maillot que tu porteras jamais, c'est une interview avec des questions courtes, réponses courtes. France 3 Héros. Il a dit. France Bleu Héros. Il a dit porte un maillot que je porterai jamais, Marseille. Parce que je suis de Paris. On lui a dit tiens, pourquoi? Parce que je suis de Paris, donc forcément maintenant. Mais. Oui, en fait, le problème, c'est aussi une attitude, une body language aussi qu'il a. C'est un mec très nonchalant, c'est un mec très... Il s'est battu hier. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était battu de fou. Mais nonchalant, et il traîne ça depuis Lens. La relation avec ses coéquipiers, on a tous joué au foot avec des mecs qui, quand ils sont attaquants, ils vont te dire « Oh, le ballon, mets-moi le mieux, machin, tout ça. » Et des fois, tu as des attaquants, donc j'ai cet exemple en tête, Bamba Dieng. Bamba Dieng, le mec gentil, machin, qui va faire un truc et te dire « Oh, merci, c'est génial, c'est super et tout. » Du coup, quand on a vu, et on l'a vu à l'OM quand il y a des matchs Bamba Dieng, il rate des trucs, mais tu as envie, tu sais, c'est ton copain, tu as envie d'être avec lui, tu as envie de dire « Allez, le prochain, tu vas le mettre et tout. » Alors que, après, quand tu rates un truc... tu le vois comme un méchant, parce que moi, je le vois aussi comme un gentil. Tu n'as pas envie de lui dire « Vas-y, tu vois sur des trucs... » Mais émotionnellement... À la fin, là, il a été sorti à juste titre par 2 heures. Par contre, le changement, pour moi, le changement est parfait, parce qu'il est plus du tout dans son match. Après, il fait n'importe quoi. Dernière action, dernier ballon qu'il a, il y a un défenseur, il pousse le défenseur, il crée une faute. On est sur une phase de possession. Il n'y a rien à faire de faire ça. Et tu as donc un joueur qui sort là-dessus, qui n'a plus la lucidité, qui fait n'importe quoi. Tu gardes un joueur qui ne te sert à rien, c'est Luis Enrique. Voilà, après, c'est chacun à sa vision. Hein. Mais après, ça se discute. Après, il était sorti du match, c'est pour ça qu'il y a Enzo Sternal, Michel. À ce moment-là, il n'est plus du tout dans son match. Donc, moi, je pense que ça reste un bon changement, même si j'entends la solution de Luis Enrique. Mais ouais, non, par rapport à la bronca, moi, je pense que ça joue forcément parce qu'en vrai, je pense qu'on est assez lucide pour ne pas siffler un mec qui fait juste une mauvaise prestation son premier match. Je pense que s'il n'y a pas ça, il ne se fait pas siffler de cette manière-là. Après, attention, pour la bronca, on a le droit de ne pas être d'accord, etc.
Après, on a le droit d'être d'accord sur le fait qu'il ait fait un match catastrophique. Ah oui, c'est Parce 3 que, sur 10, parce que- c'est parce totalement que- justifié. Parce ouais. que là, Mais voilà. Non, il n'est pas catastrophique. Là, non dans le plus. jeu, alors, Non, si non, je peux il me- est catastrophique je vais me dans la permettre- surface. Je vais me permettre, voilà, Dans c'est la ça. finesse. Je vais me permettre de revenir sur ce que je viens de dire. Dans le jeu, il est même compatible avec le Desert Ball, etc. Ouais. C'était très très bien. Parce que du coup, toutes les actions où il a été au cœur du jeu, etc., ça a permis justement ces fameuses occasions qu'il a loupées. Mais s'il n'avait pas été au cœur du jeu, peut-être qu'il il ne se serait pas créé. Oula, j'ai un peu... Et voilà, mais sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on attend de notre numéro 9? C'est de finir. À la mi-temps, tu dois être, tu disais minimum 2-0, on peut même 3. peut-être dire 3-0. Et c'est quasiment exclusivement de sa faute, Mais malheureusement. c'est Et une ça, c'est évidence. factuel, c'est dommage, parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien, j'espère qu'il va rebondir, mais c'est de sa faute. Si on a 2 points, en moins ce soir-là, c'est D'accord, mais quasiment moi à je vais cause de plus Lyon. loin. Combien de fois, les premiers matchs de la saison, il y a des joueurs qui sont applaudis quand ils sortent à la 65e minute, ils ont été bidons, nuls. Nuls. Ils n'ont Ça, pas c'est touché quand le tu gagnes. ballon, ils ne savent pas où ils sont, ils sortent à la 65e. Ça, c'est quand tu gagnes. Non. Parce que Parce que les premières journées, on en a fait des nuls ou des défaites. Mais c'est- Et tu applaudis le joueur de son premier match. tu sais Bravo, pourquoi Mais bravo, il était nul. Parce que c'est une question d'ambiance, de réputation. C'est beau. Hojbjerg, il fait un match. Ça n'a pas été le cas. Il a été à la hauteur du truc. Mais il fait un match bidon ou quelconque. On va tous applaudir, on va dire quel patron et tout. Parce c'est un que peu la dynamique là en ce il moment. y a le sur ça, truc, il y a le truc qui fait le mec et tout machin. Wai, il faut qu'il fasse beaucoup pour qu'on souligne C'est les ça. bons côtés et de dire effectivement sur le premier but il embarque 2 défenseurs, il fait un truc. 80% de passes réussies pour un attaquant dans cette situation-là qui joue beaucoup dos au jeu. C'est pas mal. On peut ressortir les stats de pas mal de mecs. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ce niveau-là. Donc je suis d'accord avec toi, il est compatible là-dessus. Tu as touché des ballons. Moi, ce que je propose, évidemment, et c'est très important aussi parce que j'ai dit pas de fatalité et tout. Il y a des gens qui payent leur place pour aller au stade. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent siffler, Ah, ils mais il sifflent. faut ce qu'ils Je sais veulent. pas, voilà. Comme moi. Voilà. Qu'est-ce que J'ai je le droit dis de pas être d'accord. J'ai le droit de trouver ça nul. Mais encore une fois, j'impose rien à personne. Voilà, c'est pas le guide du bon supporter. Par contre, moi, j'encourage peut-être les gens qui ont trouvé ces sifflets exagérés. Le prochain match au Vélodrome, quand il y a la présentation des équipes, qui a le nom de Wai, d'applaudir, Ah, bien de sûr. montrer que on est avec toi. Après, si le match il est nul, encore une fois, on sera là pour le dire. Comme si c'était un C'est pas- avertissement. c'est pas quoi. machin. Mais de montrer, voilà, il y en a qui t'ont sifflé, mais il y en a qui sont avec toi. Que mentalement, lui, ça puisse aussi lui l'aider. Pour finir sur le dossier Wai, ça vous a pas gonflé, vous, les relances plein axe sur Wai régulièrement, que ce soit Balerdi, que ce soit Rouli? Et c'est ce que je t'ai dit, les limites Mhm. des défenseurs ou le gardien qui n'ont pas le droit de. Parce que, bon, évidemment, tu n'as pas un attaquant de 1m90 qui peut garder le ballon et répondre au deuxième ballon éventuellement, tu vois, à l'enjeu de tête, en déviation, tu la passes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu relances au sol. On l'a vu, les dégagements de Rulli, il a fait pas mal de passes de 40 mètres, etc. Sauf que Wai, il est peut-être encore un peu court physiquement. Il avait 2 monstres aussi. Et donc, dans l'attaque du ballon dos au but, il a parfois été devancé. Et c'est dans ce sens que je te disais qu'on a pris, à mon avis, un peu des risques. Encore une fois, c'est le système de jeu, mais qui était un petit peu trop stéréotypé. Tu marques un but à Brest, par exemple, sur, je ne sais plus si c'est le 2e ou le 3e, avec le penalty, où c'est un deuxième ballon, c'est une tête de Chardonnay que Harit récupère, et après tu vois, ça te permet de monter un peu le bloc, et je trouve que c'était un peu trop stéréotypé, voire dangereux, parce que tu perds le ballon, tu te retrouves face au jeu, le joueur, et tu peux être en situation d'infériorité numérique. Après, j'ai l'impression que par rapport à ces relances-là, moi, de temps en temps, ça m'a gonflé pour répondre à ta question, parce que j'ai l'impression que la passe n'était pas coordonnée à l'appel des fois. C'est-à-dire que Mais c'est ça. j'ai plusieurs relances en tête où tu as Balerdi qui veut faire la passe sur Wai, mais il fait d'abord la passe et après Wai fait C'est ça, la l'appel course. juste derrière. Alors que normalement, c'est C'est plutôt peut-être l'inverse. Ou alors tu fais un Peut-être appel la preuve qu'ils contre-appel. ne sont pas encore coordonnés, qu'on a une Exactement. marge de progression et qu'une fois que ça va être bien C'est ça. assimilé, Donc ça peut être encourageant pour la suite, parce qu'une fois qu'ils vont mieux se trouver, ça peut être très bien. Puis tu parlais tout à l'heure en début d'émission du système un peu joueur de Zerbi. Là où j'ai tendance à me canaliser par rapport à ça, c'est que je me dis ça, en fait, c'est beaucoup le système où tu vas perdre des ballons comme ça, énervant, tu vas faire des pertes de balles. Mais s'il y en a une qui passe, ça peut te créer une grosse occasion. Ben, le Et premier ça, but, hein. et- Le premier voilà, but, le exactement. premier but à Brest, Exactement. le premier but hier, C'est c'est pour ça que je pense qu'il faut être vraiment patient en ce un sens-là. régal. C'est pour ça que quand même, je redis quand même que pour un premier match au Vélodrome, moi j'ai vraiment rarement vécu des on va dire 45 minutes abouties comme ça. Donc il faut quand même le souligner, insister là-dessus. Après, il faut peut-être un peu plus s'adapter, demander un petit peu du temps. Mais est-ce que tu en as
du temps, on le sait, au Vélodrome, à l'OM. D'autant que, par exemple, les 4 prochains matchs, tu as 3 déplacements et la réception d'une équipe quand même correcte. Tu vas à Lyon, tu vas à Strasbourg, tu vas à Toulouse. Tu n'as plus le droit de perdre des points. Après, paradoxalement, je pense sincèrement que cette saison, on va plus peut-être au niveau du jeu se régaler à l'extérieur par rapport à ce qu'on a vu et ne serait-ce que par rapport aux 2 premiers matchs que au Vélodrome. Parce qu'au Vélodrome, on va avoir beaucoup plus de blocs bas, on va peut-être plus galérer par rapport à ça. Et j'ai l'impression je ne suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Mais c'est ton avis. Et du temps, on va en garder, les amis. L'OM n'en a pas, parce qu'on le sait, il faut les résultats tout de suite. Mais nous, on va vous donner du temps dans la partie des questions-réponses. La partie des questions-réponses, c'est là que je vais lire. Et c'est là que je vais relayer vos questions, parce que sinon, pendant le reste de l'émission, tu remontes le fil. C'est plus compliqué. Ben non, il faut un copier-coller, ça va plus vite. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que vient de dire Maël? Ça m'intéresse. Il me faut l'argument, par contre. Question de Michel. Tu m'as dit, je suis pas d'accord. Question de Michel Yaliaga, oui, Michel? Non, mais sur le fait par rapport à domicile et l'extérieur. Ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je pense très sincèrement que quand on aura notre équipe type, ou moi, je vois plus Ro sur le côté gauche, et sur le peu que je lui ai vu faire hier, je pense qu'il va faire de sacrés diffs. Greenwood, pour l'instant, je trouve qu'il est encore en dedans, même s'il est super efficace et même s'il est floriclasse, comme tu dis toi. Mais je pense que quand il aura atteint sa vitesse de croisière au niveau physique notamment, il va faire des diffs côté droit. Et surtout, il n'y a pas mon chouchou. J'ai décrété que c'était mon chouchou. Ismaël Koné. C'est le mien aussi. Sur le peu que je l'ai vu jouer sur la conf de presse, ça y est, il m'a déjà séduit. Et Bon, quand on aura Koné, quand on aura un Ro côté gauche capable de dynamiter les défenses, quand on aura un Greenwood en pleine forme, je pense qu'on va mettre à mal tous les arguments que tu as donnés, en fait, je suis d'accord avec tous les arguments, mais pour moi, ils sont totalement applicables à l'extérieur, en fait. Et voire même plus applicables à l'extérieur. Mais moi, je pense que cette équipe, je suis déçu du résultat d'hier, parce que je pense que cette année, on a un coup à jouer, et que si... Moi, le seul truc qui me gonfle sur le résultat d'hier, c'est pour la dynamique. J'espère que ça va pas donner un coup au moral, c'est tout. Après, parce que si tu avais gagné 3-2, là, on serait presque euphorique en disant... Ça, mais juste un petit truc. Si tu n'as pas une main savonneuse hier, tu peux perdre. Hein. Ah ben oui. Non, mais en plus, c'est le foot. Je veux dire, quelque part, presque on s'en sort bien à la fin, alors qu'encore une fois, par rapport à ce qu'on dit à domicile, on doit être 3-0 à la mi-temps. Après, ouais, mais les autres, on a vu les stats. Juste, n'oubliez pas. Ils ont fait 3 tirs et ils ont pris 2 buts. Bravo sur le domicile extérieur, tout ça, rappelez-vous qu'on se base sur 2 matchs où moi, je pense qu'il ne faut pas oublier la hiérarchie de nos adversaires. C'est-à-dire que Brest, c'est là. Pour moi, Brest, ça va faire 17e de Ligue 1. Et Reims, ça va faire 10e, 8e. Il reste d'autres équipes, hein, mais voilà. Ouais, on est là-dessus. Et peut-être même Reims. Je pense vraiment que la vitesse d'Euro, comme tu disais, Greenwood, la folie de Greenwood, etc. Je pense qu'en phase de transition et de percussion comme ça, même en contre-attaque, ça peut être très fort. Non, mais moi, comme on disait avec Babou, si tu veux, quand on jouera à l'extérieur, moi je vois Koné jouer en 10 et je vois une. Tu vois qui en 8 du coup avec Hojbjerg? Eh ben, Kondogbia, ouais, pour être beaucoup plus sécurisé sur l'ensemble de la saison à l'extérieur, alors que quand on joue au Vélodrome, je sors Kondogbia, je fais reculer Koné à côté. Moi, je pense qu'on va avoir. Je pense qu'on va avoir des solutions. On va avoir des solutions dans le sens où on va avoir peut-être des surprises. C'est pas exclu que Ro il joue avant-centre à Toulouse, par exemple. Je dis que c'est pas exclu. Ouais, on verra bien. Après, on devrait en recruter un autre aussi de joueurs. Oui, mais il jouera pas à Toulouse. Mais il ne jouera pas encore à Toulouse. Zach Ozak, voyez-vous Greenwood jouer en 10 à l'Emaël? Oui, je pense qu'il a les qualités pour pouvoir jouer en 10. Est-ce qu'après, c'est l'idée de Deserbi? Je ne pense pas. Parce que tu as déjà Carboni, tu as déjà Harit qui peut jouer ce rôle-là, tu as même Ismaël Koné comme tu l'as souligné. Donc je pense vraiment, et c'est surtout qu'on n'a pas de doublure à Greenwood là, pour le moment. Mais en fait, c'est Carboni. Moi, je vois bien en fait, des séquences où tu as Carboni, par exemple, qui va prendre le couloir droit et parce qu'il me semble adapté dans son jeu pour laisser Greenwood dans l'axe. C'est toujours une stratégie pour duper l'adversaire. Après, je trouve que Greenwood, il a tout intérêt à être un peu sur son côté, se faire oublier. L'un des grands avantages des joueurs qu'on a recrutés, et ça fait partie de ce que voulait Deserbi, c'est que tous les joueurs sont extrêmement polyvalents. Ça veut dire que Ro peut jouer à gauche comme à droite. Oui, il a été formé à gauche au début de sa carrière, donc il peut aussi prendre ce poste d'ailier gauche. Et comme Greenwood, comme tu l'as dit, il peut basculer de la droite plus à la partie axiale du terrain, numéro 10.
Et en plus, je pense qu'en vrai, là, on a tous un petit peu envie de voir ce que ça pourrait donner Greenwood en 10. Parce que quand on voit sa qualité technique, même de passe, de vitesse, etc., il a le sens du jeu. C'est pas juste un mec qui élimine. Pas forcément, mais bon. Moi, je pense qu'il peut jouer de partout. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. C'est un phénomène. Bon, à la place de et Brassier, d'ailleurs, alors. hier soir, ce que je reproche, il n'a pas joué assez haut. Notamment la première mi-temps, tu le voyais, il jouait limite milieu droit, et chaque fois qu'il est dans les 20 derniers mètres, chaque fois, il déstabilise, il a les 2 pieds. Mais Max disait qu'on embrasse d'ailleurs. Marque. Il disait, contrairement par exemple à un Ribéry à qui tu filais le ballon et qui allait provoquer, je trouve qu'on ne s'appuie pas assez sur Greenwood. C'est ce que je suis en train de te dire. Oui, on dit la même chose. Je te dis qu'il n'a pas joué assez haut. Alors peut-être que c'est évidemment des consignes pour défendre, pour aider Murillo. C'est une possibilité. Mais moi, je considère que c'est comme des Messi et des Mbappé s'ils ne défendent pas. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait 3 dans l'équipe. Mais c'est pas grave s'ils ne défendent pas Greenwood. Il est trop fort. C'est surtout trop fort dans les 25 derniers mètres. C'est accepté par tout le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans le groupe, tous les joueurs sont d'accord pour dire qu'il est au-dessus et que du coup, ça va être les premiers à dire non, mais défends pas, toi. Tu veux dire que c'est comme quand on jouait ensemble. Toi, tu défendais, moi je. Ah, mais c'est sûr que quand on jouait ensemble, tu défendais pas. Ça, je suis d'accord avec toi. On l'avait tous accepté. C'est pas que j'étais trop fort, c'était que j'étais trop lent. On a été plutôt pragmatique en se disant ok, on va pas demander à Seb de défendre. Didom84, comment avez-vous trouvé l'arbitre sans être parano et sans excuser le score? Détestable. Voilà, détestable dans l'attitude. Moi, c'est l'attitude. Il a beaucoup haché le match, je trouve. Sur 2-3 trucs. Tu sens que. Vas-y. Voilà, j'ai pas aimé. Mais il n'y a pas un vol manifeste. Tu vois. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais. Tu sens, si tu veux, quand même, tu es au stade. Tu sens que lui, c'est comme la France aux Jeux Olympiques. Tu vas pas avoir un arbitrage maison. Ça, tu le sens. Tu vois. Alors, plus ou moins supporter. Tu sens que 7 minutes d'arrêt de jeu, c'est 7 minutes, même si tu as eu 1 minute 30 on a mis le chrono. Avant. Tu sens que bon, la faute présumée sur Greenwood en première mi-temps, qui se siffle maintenant, tu vois, au moment où il touche le ballon, il y a le mec qui lui met un petit coup de pied. Pour moi, dans l'absolu, pas péno. Mais on les siffle. C'est-à-dire qu'on appelle, lui, il va pas te la siffler. Tu sens que sur un rite, quand il y a la situation, il va pas te siffler pénalty et après on va l'appeler. Ah non, finalement, il n'y avait pas faute. Les cartons jaunes, Merlin, il fait une faute. Vite, tu sens pas. Et puis, une attitude un peu hautaine, etc. Donc voilà, stade, pas l'histoire de, à un moment donné, il se tamponne, alors le règlement, quand il y a un choc à la tête, tu dois arrêter le jeu, mais il laisse le ballon à Reims, quand c'est toi qui récupère le ballon, il siffle. Voilà, c'est pas, il n'a pas influé, mais bon, mais j'ai pas du tout aimé. Tu sens que c'est un peu le syndrome de l'arbitre qui vient arbitrer à l'extérieur et du coup qui va toujours un petit peu compenser malgré lui. Je pense pas que ce soit de manière consciente. Il vient pas au stade en se disant tiens, je vais donner la victoire à Reims. Mais ouais, c'est ce syndrome-là. Ça veut dire que dès qu'il y a une action qui peut basculer d'un côté ou d'un autre, tu sens qu'elle va basculer du côté de Reims malheureusement. Et tu sens l'ego. Enfin, moi j'ai vu l'ego par rapport à ce que dit Michel, j'ai vu l'ego de l'arbitre. Moi qui me fait toujours penser à un homme, c'est Tony Chaperon, qui incarnait parfaitement ça et qui incarnait sur une séquence que vous avez peut-être vue où un jour Ibrahimovic a mis 3 buts, il est allé voir, il a dit donne-moi le ballon. Et l'autre il a dit ah non, c'est seul. Il a dit la règle, j'ai mis 3 buts, tu me donnes le ballon. Et l'autre parce qu'il était arbitre, il a dit non, c'est moi qui décide de vous donner. Mais tu as zéro autorité, tu es un arbitre, arrête de. Voilà. Un bon arbitre, normalement, tu le vois pas. Un bon arbitre, tu le vois pas. Il a, par exemple, Turpin, tu vois, que je trouve exécrable de son attitude hautaine en Ligue 1. Là, à l'Euro, je l'ai trouvé très bon. Il n'a pas du tout dérapé d'un fil, il était carré, propre, il n'a pas voulu briller et se montrer. Et là, tu sens que ce mec-là, il est au Vélodrome, tu vois, il a envie d'être, qu'on le voit. Tu vois. Colina, tu le voyais beaucoup, mais il était très bon aussi. Marco 1334 qui nous dit bonsoir le talk, Ismaël Koné sera-t-il prêt pour le prochain match? Non. Non? Ben non, tu n'as pas joué depuis un mois, tu ne seras pas prêt. Il sera prêt quand? Je ne sais rien, mais moi je le vois bien, il disait une dizaine de jours, il sera prêt pour Nice. Faire la trêve, la trêve, et pendant la trêve, il va se requinquer, il sera dans le groupe pour Nice. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Koné? J'attends de voir. Non, mais sur le peu que tu as vu, là. Non, mais ton feeling. Mon feeling, c'est un mec frais, bonnard, qui va nous faire vibrer, qui a des sensations, qui va mettre des frappes de balles, qui va mouiller le maillot. J'ai un très bon feeling. Mais toujours, le Vélodrome, la pression, pas s'enflammer, voilà. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ce qu'il a exactement, Ismaël Koné? Parce que ça, c'est étonnant. Je viens. Ok. A priori.
Ouais, je l'ai croisé, hier dans les couloirs. J'ai hésité à t'appeler un couple et tout, et te dire, je sais que t'es fan et tout. Et en fait, il me croise et il me voit donc du coup avec caméra tout ça et il me dit, on va faire d'interview quand même. J'ai pas joué. Je dis bah non. Et du coup, je lui ai dit, mais du coup, on va pouvoir en faire bientôt, comprendre, tu vas bientôt jouer et tout. Il me dit, ouais, on y travaille. Bah, il était déjà parti, mais c'est vrai que tu avais sa décontraction, tout ce que tu aimes. Sur le truc, j'avais envie de taper, de te dire c'est vrai qu'il est sympa quand même. C'est pas que en face caméra du coup. Ouais, il a une décontraction naturelle. Mais tu vois, tu disais, je disais le banc. Hier, t'as manqué un joueur comme ça à la 60e minute. Parce que, encore une fois, selon moi, Rongier ne peut pas rentrer athlétiquement. Je pense que vraiment là, tu vois, même ça manquait. Ça manquait ce joueur qui prenne un peu des risques, qui sorte un peu du cadre bien structuré de Kondogbia et qui à l'arrivée fait qu'à partir de la 60e minute, c'est pas assez. Et surtout, je pense que Ismaël Koné sera bien plus complémentaire à Højbjerg que Kondogbia. Ça veut dire que tu vas avoir un pilier qui va faire un petit peu le travail de l'homme comme peut le faire Højbjerg, mais c'est pas forcément celui qui va te casser les lignes en priorité, même si on a vu qu'il était capable de frapper. Ça, c'était quelque chose où j'ai été assez surpris. On le savait déjà un peu. Bah, sur les matchs de préparation, je l'ai moins vu en tout cas, et même contre Brest, je crois qu'il a pas tiré. Ouais, en tout cas, j'ai pas vu avec si tu regardes à Brest, il a été vraiment, il a joué devant la défense, il a pas bougé quasiment. C'est voilà, des rares voilà. qui. On a eu la même impression. Et Ismaël Koné, je pense que dans ce rôle-là de devoir casser des lignes et aller vers l'avant, c'est un joueur qui va beaucoup vers l'avant. Ça peut être très fort associé à Højbjerg. Et c'est aussi mon chouchou d'ailleurs, je tiens à te le dire. Marco 1334, bonsoir le talk, donc doublé de Marco 1334. Qu'avez-vous pensé de l'entrée de Carboni? Tiens, Romain. Ouais. Non, mais on parle de feeling encore. Comme l'a dit Michel, on va pas commencer à dire il est nul, il est bon mort. feeling, hein. Mais au feeling. Il t'a donné feeling, un joueur vibe, techniquement au niveau. Après, je pense qu'il n'est pas encore à la hauteur de. Le palmarès de Carboni, c'est Messi a dit un jour, c'est la relève. En gros. Est-ce qu'il va envoyer Harit sur le banc ou pas, selon toi? Pour l'instant, dire, je préfère Harit, moi. En fait, là, tu peux juger sur quoi? Sur les 10 dernières minutes où il est rentré. En fait, c'est pour ça c'est quasiment impossible de devoir juger. Après, si tu parles de feeling, moi, j'ai aimé ce qu'il m'a proposé hier, dans le sens où, contrairement, tu vois, à Sternal, par exemple, comme tu le soulignais tout à l'heure, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on lui a fait la passe, il a su garder les ballons, tu vois, niveau techniquement, tu sens que... Il n'a pas eu peur, il a joué, il a essayé. Voilà, après... exactement, tu vois, mais tu le sens directement avec un joueur qui rentre comme ça, même avec la pression du... faut rentrer, 19 ans, la pression du Vélodrome, c'est tes premières minutes, tu sais que tu as la lumière sur toi, que tu es plus regardé que les autres, et il a su garder ces ballons-là, aller de l'avant, combiner, donc voilà, par rapport au feeling, a raison, j'ai eu un bon feeling. Parler que de feeling. Tu vois, Koné, par exemple, on a vu sur un match on a plus vu de Koné que de Carboni. Alors que Carboni, il n'a pas fait une minute. Bon, là, il rentre, tu perds 2-1. C'est compliqué. Il n'a pas de préparation. Donc, je trouve que là, oui, il a du ballon, le garçon. Et on le savait. Et il va falloir voir les tampons, le contexte. Voir si c'est le frère Asternal ou pas, si on a suivi l'émission. Non. Là, c'est pas comparable. Il a déjà 2 ans de plus, il a un gabarit autre. Non, pas comparer. Après, juste pour donner, si je peux me permettre, juste pour donner un tout petit peu de crédit à Carboni par rapport à ce que tu disais, il y a un moment donné aussi où nous, on est peut-être le club intermédiaire qui doit lui permettre d'exploser. Et si à un moment donné, on lui donne jamais sa chance à ce garçon-là, on ne pourra jamais savoir en fait si c'est le futur grand joueur dont parle Messi. Et donc nous, notre espoir à nous, c'est de miser sur ça, c'est que ce soit ce futur grand joueur et qu'il explose chez nous. Mais c'est quoi lui donner sa chance? Ça m'intéresse. Comment? C'est quoi lui donner sa chance? Lui donner sa chance, c'est le mettre titulaire sur 1, 2, 3 matchs, voir si jamais il arrive à tenir la route, s'il arrive à rajouter une plus-value. Mais pas plus. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas 12 matchs. Ça dépend. S'il est fait 3-4 matchs, s'il n'est pas bon 6-7 matchs, moi, ça m'intéresse pas la plus-value de Carboni et l'avenir de Carboni. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et dans cette configuration-là, je pense que ce sera plutôt soit un Ismaël Koné, soit un Harit qui sera titulaire, avec un Carboni qui peut t'apporter dans les 20-30 minutes, parce qu'on sait que Carboni ne sera pas capable de démarrer ces matchs-là. Par contre, si Carboni, là, les prochains matchs, à chaque fois, il rentre 20-30 minutes, à chaque fois, il nous donne bonne impression, pourquoi pas lui laisser sa chance sur une ou deux titularisations, excusez-moi, et pourquoi pas devenir un titulaire de cette équipe-là. Nico Amskas. Michel, si tu as une offre de 10 millions pour Harit, est-ce que tu le vends ou tu le gardes? J'hésite, mais je vais te répondre, tout dépend. Hein. Si tu me prends Ben Yedder ou Depay, par exemple, qui ont des salaires astronomiques, et qui est un peu juste là, dans la comptabilité, et que tu peux te séparer d'Harit pour prendre un de ces deux, je te dis oui. Mais les 2 premiers matchs d'Harit,
me font penser qu'il faut le garder. C'est-à-dire qu'il est impliqué, il est décisif. Même si hier, à part le but, il fait la passe aussi pour Ro quand même sur le deuxième. Il a quand même des choses très intéressantes. Et moi qui critiquais son efficacité, c'est vraiment en 2 matchs, moi je dis bravo. Donc moi je le garderai. Après, il nous faut absolument un attaquant. Il faut envoyer. Hein. Donc c'est capital. Sinon tu n'as pas d'objectif possible pour moi. Après TSH, c'est quoi alors du coup? Après TSH, ça ne lèvera pas, c'est comme Luis Enrique, hein, pour que je sois. C'est passé pour que, à toi, TSH, tu parlais de Unai, moi, pour que j'ai Harit ou Luis Enrique, il va falloir, si tu veux, Voilà. Mais, pour moi, cet Harit-là, quand il n'est pas. Il m'a fait mentir hier dans la surface de réparation, peut-être parce qu'il a repris sans contrôle, il est incapable quasiment de marquer un but. Donc, celui-là que je vois depuis 2 matchs, vraiment, il est en train de me faire dire c'est très bien d'avoir Harit, mais je ne suis pas encore hypé. 10 millions, tu le vends? C'est totalement fiction. Enfin, à ce moment-là, il y a quel club te met 10 millions pour arrêter un club où il ne voudra pas partir? Donc, c'est là aussi où c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment un problème là-dessus. C'est un secret, là, je vais rien révéler du tout. Pablo Longoria, Mehdi Benassia veulent qu'ils partent. Moi, j'ai vraiment une inconnue sur De Zerbi. En fait, et pour moi, la priorité, c'est ce que veut De Zerbi. Je pense que vous allez tous être d'accord autour de la table avec moi. Si tu me dis Harit s'en va pour qu'on prenne Yacine Adli du Milan AC, on est tous là à se dire non, on garde Amin Harit. Ah oui, exactement. Pour faire venir Yacine Adli, Exactement. je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, Kondogbia pour Adli. Mais si ce même move, tu me dis, c'est De Zerbi qui l'exige parce que lui, il a un coup d'avance, il a pensé, t'inquiète, ça. Voilà, ok. Par contre, les déclarations de De Zerbi, parce que le De Zerbi en question, hein, lui, il se cache pas. Et puis lui, il n'a pas été bon. Ça fait quand même 2-3 tacles qu'il envoie à Harit, malgré ses 2 bonnes prestations. Donc je me dis, ça ne doit pas être quand même, il ne doit pas être fan. Tu penses, oui, il doit marquer plus de buts, il doit être plus décisif. Là, hier, quand on parle du deuxième but, il dit c'est la faute d'Harit au départ. Tu vois, tu sens pas. Il te dit mes joueurs, c'est mes fils. T'as l'impression que ce soit son fils, Harit. Après, il peut être dur avec son fils, hein, mais oui, ça dépend. Ça m'arrive, c'est possible. En tout cas, juste pour répondre à la question, moi, 15 millions, je le vends, 10 millions, je le vends pas. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle. Et 14. Non, mais tu penses pas encore une fois que tout dépend qui tu prends aussi. Tu penses pas quand même que c'est important? Comment? Tu penses pas encore une fois que les finances, on s'en fout un peu et qu'il faut savoir qui tu prends? Bah oui, mais justement, c'est pour ça, c'est en ce sens-là que je dis ça. C'est que je pense que, en gros, si on part d'un principe économique très simple, qu'on récupère 10 millions, qu'on peut le réinvestir, je pense qu'à l'heure actuelle, pour 10 millions d'euros, on n'a pas un joueur avec des grosses certitudes aujourd'hui sur le marché des non, mais là, les 2 dont je t'ai parlé, qui sont des joueurs offensifs. Adli, pour moi, ça non. Les 2 attaquants dont je t'ai parlé, qui sont libres, qui coûtent 0, c'est que de la masse salariale. Ben Yedder et de la masse salariale. Ben Yedder de Paille, je les prends tous les pour jours. Les faire venir. Donc, du coup, pour les faire venir, tu leur fais des contrats longue durée pour compenser et tout, donc parce là, que gros, machin. Comme ça, l'année prochaine, tu les mets dans le loft. Et on prend 2 ans de Paille. Et on prend de Paille Ben Yedder, ok. Non, mais 2 ans. Non, mais tu m'as convaincu. De Paille à 500 000, ça fait 6 millions par mois. 12 fois 5, 60. Si tu prends 10 millions pour un rythme mais que tu as 2 pailles, moi je dis oui, mais c'est la seule condition. Si c'est pour prendre Adli, ou j'ai vu des noms qui traînent là, dans les sites en bois, internet, prendre un joueur en bois, ça m'intéresse pas. Après le problème, on avance. Non, parce que sinon on n'avance pas. Arsène Larsen nous dit la prestation de Luis Enrique a divisé les médias hier. Il a 6 dans l'équipe et 3 dans la Provence. Comment on explique ce grand écart? Moi, j'ai une explication assez nette. En fait, je pense que Enrique est parti de tellement loin avec nous sur ses premières années. Il a tellement été catastrophique, disons-le, que là, j'ai l'impression que c'est devenu un joueur correct. Et du coup, en fait, sa marge de progression est tellement énorme qu'on a tendance à le surcoter aussi, à trop l'encenser, à dire que Enrique, c'est devenu un bon joueur, quitte à presque l'imaginer dans un potentiel 11. Alors que je pense qu'en fait, il a juste progressé, mais que ça reste un joueur moyen. Discipliné. Voilà. Tout dit, voilà. Alors, tu es au stade, ceux qui sont même pas trop supporters de l'OM, on va prendre une journaliste de l'équipe. Et il court, Enrique, il fait des efforts. Hein. Oh,
bon coureur, et puis il est discipliné, il se dépense et tout. Oh, il est dans le coup du but, hein. Tu as vu, il a fait l'ouverture à Merlin, boum, 6. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, jamais il provoque, jamais il va te faire une frappe, un crochet, une frappe. Il te met 2 buts à Brest, il peut aller à Notre-Dame. Il faut être lucide. Mais encore une fois, tu pars de tellement loin. C'est comme moi au bricolage ou à la natation. Je vais progresser très vite. Très, très vite. Tu vois, voilà, tu as très bien dit. Hein. Moukoko qui arrive à Nice alors qu'on cherche un neuf, ça vous inspire quoi, Romain? Toujours Arsène Larsen. Ouais, on a tenté notre chance sur Moukoko. On a tenté. C'est pas aux conditions auxquelles on peut le signer. C'est comme Satriano qui signe à Lens. On pourrait se dire, c'est un prêt avec option d'achat. Nous aussi, on a fait un prêt. Mais les conditions, on a aussi tenté notre chance et ça n'a pas trouvé d'écho favorable. On a besoin, comme sur tous nos transferts, de petits montages un peu arabiscotés. Et il y a des clubs qui acceptent, il y a des clubs qui n'acceptent pas. Des joueurs qui acceptent, des joueurs qui n'acceptent pas. Donc là, Moukoko, on a tenté, on nous a dit non, on ne peut pas avoir de regrets. Nice peut se le permettre. Il y a quand même une explication. C'est-à-dire que toi, quand tu recrutes un Wai, il te faut impérativement recruter de neuf. Il n'y a que Montbagna. C'est des guns, quoi. Hein. Donc, il faut bien que tu recrutes un neuf. Et donc là, tu vois que Dortmund, oui, non, comme Nketiah avec Arteta, non, je le garde, je le prends pas, oui, non. Et finalement, tu as la porte qui s'ouvre avec Wai, donc tu fonces. Nice, qu'est-ce qui vient de se passer? Ils viennent de perdre Laborde et Mofi. Ils ont des guns devant. Et ils ont même Boga qui est blessé. Bientôt toi qui va jouer devant à Nice. Donc ils étaient obligés. Ils ont une sorte de panic buy. Et ce que leur a demandé Dortmund, c'est oui. Ils ont dit oui, on est obligé de prendre quelqu'un. Ouais, moi, je l'interprète aussi comme ça. Aziz Telly nous dit, question, Rongier ne serait-il pas la solution pour être titulaire sur le côté droit de notre défense? Qu'on en a parlé tout à l'heure. Moi, je dis oui. Moi, je pense que pour l'instant, je dis non dans la configuration de Zerbi. C'est-à-dire que si tu joues à 4, une défense à 4, vraiment, c'est-à-dire que là, parce qu'on joue, quand on a le ballon, tu es d'accord, Romain, on joue plus à 3 et avec Merlin qui prend presque ailier gauche et Luis Enrique qui revient un petit peu dans l'axe, tu me confirmes. À ce moment-là, Murillo, il joue défenseur central. Vu les 10 mois d'inactivité de Rongier, il va pas à 2000 à l'heure. Tu vois, par exemple, hier, il se fait fumer, Murillo par Fofana. Rongier se fait fumer 2 fois plus. Hein. En revanche, dans une configuration où tu joues à 3 défenseurs et là, avec 2 pistons, ou tout comme ça, peut-être différent. Mais tout dépend de si tu as Rongier à 100% aussi ou pas. Et si c'est le Rongier qu'on a eu quand il était défenseur droit face à Paris, moi je te dis oui tous les jours. Après je réponds aussi. Jouer défenseur central contre Paris, excuse-moi. Oui, bien sûr. Mais oui, aussi, mais un libéraux, il a joué libéraux à l'ancienne. Oui, bien sûr, mais tu es capable de coulisser aussi. Mais oui, bien sûr. Et par rapport à ça, je te réponds aussi en fonction des contraintes de l'équipe. Et là, actuellement, moi, désolé, Lirola, je ne le compte pas forcément dans les plans. Et en sachant que tu as Murillo et Lirola à droite, et Meïté aussi, mais qui joue aussi en défense centrale. Moi, personnellement, je le vois beaucoup moins à droite plutôt qu'en défense centrale. Meïté qui veulent voir partir. Et qui veulent vendre aussi. D'ailleurs, je ne comprends pas trop cette stratégie non plus. On l'a acheté il n'y a pas très longtemps pour 12 millions. Je me demande même si Meïté, c'est peut-être pas aussi fort. Oui, mais il y a une explication sur ce qui s'est passé, le braquage qu'il a vécu à la commanderie. Le minot, il est un peu traumatisé. Okay. Il n'a pas forcément envie. Tu l'as vu rentrer à Brest, il avait la caravane. Je pense que psychologiquement et mentalement, il est plus trop là. Ouais, mais là où ça s'explique moins. C'est plus dû à lui que la direction. Je pense. Alors, oui, mais non. Les deux aussi, parce qu'il voit que la direction voit que. Et puis il est peut-être. Romain, muscle ton jeu. Ouais, non, mais en fait, il y a une incohérence quand même là-dedans, c'est qu'à un moment donné, le joueur a eu une offre de notre club et que l'OM a dit non, il est intransférable. Si tu comptes pas sur lui, si tu veux pas, pourquoi tu le laisses pas partir pour un montant où c'est peut-être tu as fait un petit bluff pour obtenir un peu trop, mais il avait une offre de Rennes, voilà. Et le club l'a pas laissé partir, donc il y a un moment donné où je pense qu'il y a eu un volte-face, je pense qu'ils se sont dit non, il reste, et qu'après ils se sont rendus compte qu'avec De Zerbi, il n'allait pas forcément jouer. On avance, Maël, parce que sinon, toi, si je te laisse parler, tu parles jusqu'à demain matin. C'est pour ça, je suis là pour réguler. Evan 27, qui tout à l'heure se plaignait qu'on ne relayait pas les questions. Avons-nous un effectif pour contrer les blocs bas, et quelles solutions vous pouvez nous proposer tactiquement? Il y a pour l'instant, on ne l'a pas, pour moi. On ne l'a pas.
Disons que j'ai encore une fois des incertitudes par rapport à Wai notamment et Carboni. On va voir leur niveau. Rome m'a beaucoup rassuré. Je pense qu'il nous faut un autre avant-centre avec un profil un petit peu différent pour peut-être avoir des plans B avec un jeu de tête, avec des remises, etc. Ce qu'on n'a pas trop physiquement, parce qu'on est quand même assez petit. Quand tu vois Wai et Ro, ils font tous à peu près 73, 78. Voilà, c'est des profils pas forcément pour un attaquant. Voilà. Donc, je pense qu'il nous manque ça pour l'instant. Après... je pense que c'est la qualité de percussion des deux ailiers aussi. Après, on est fort en vitesse, en percussion, on va obtenir des pénaux. On va obtenir des pénaux, on va contourner des blocs bas comme ça aussi. Parce que le roi à gauche, ce sera pas Enrique, il va pas jouer avec la peur, je pense. Don Grudi nous dit, de mauvais résultats peuvent-ils rendre encore plus compliquée la situation Loft Club s'il y avait des mauvais résultats? Non, le Loft, ils se sont fourvoyés là-dedans selon moi, comme tous les grands clubs européens, ils ont choisi cette option. Quoi qu'il en soit, tu envoies un mauvais message et c'est pas sain. Donc que tu aies de bons ou de mauvais résultats, quoi qu'il en soit, tu vas te tempéguer après le 30 août, 2 ou 3 lofters sûrs. Tu vas peut-être en séparer d'un ou deux dans la semaine. Mais voilà, puis après tout dépend de la mentalité de ceux qui sont restés de De Zerbi. En fait, il y a une situation, moi là, qui me réjouit pas sur cette fin de mercato. C'est qu'on n'écarte pas de recruter à peu près tous les postes. En défense, il y a encore des pistes. Tu parlais de Sigila tout à l'heure. Au milieu de terrain, pour se renforcer. En attaque, évidemment. Donc, un peu dans tous les secteurs de jeu, tu es prêt à recruter. Tu es prêt à te séparer de joueurs dans tous les secteurs de jeu. Et il reste que quelques jours de mercato. Des fois, il y a des trucs qui restent un dossier à traiter. Tu sais que tu as un dossier sur les 3-4 derniers jours, donc tu as plusieurs pistes, tu vas attendre, tu vas aller au plus offrant. Là, il y a tout qui est encore en mouvance. Donc, je m'approche de vendredi, donc qui est la date limite du mercato, avec beaucoup de crainte, parce que je me dis, on est en capacité de faire n'importe quoi. C'est la question de Azerty 7511 qui nous dit, peut-on faire encore signer un bon neuf dans ce mercato, ou est-ce qu'on est rentré dans la séquence panic buy? Moi, je pense qu'on peut. Par contre, je suis comme Romain. Attention, pour moi, on a fait un bon recrutement dans l'ensemble, là, pour une fois, avec des incertitudes. Je veux surtout pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on se sépare de Harit pour prendre Adli, de prendre un attaquant inconnu à 19 ans, un pari, à la Moumbania de l'an passé. Attention, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. J'en suis persuadé. Une dernière surprise. J'ai peur qu'on me fasse une boulette. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs libres et du coup qui vont réguler le marché. C'est-à-dire que là, il y a énormément de gros joueurs, des Adrien Rabiot, tu parlais de Memphis Depay et tout ça, des joueurs en fait qui sont sur le marché, qui vont trouver un club là progressivement et du coup leurs signatures vont entraîner. Il y a forcément un club. On va peut-être pas faire Memphis Depay parce que Michel tout à l'heure dans son argumentaire mathématique avait oublié les charges, mais surtout que c'est un ancien Lyonnais aussi. Ça fait partie aussi c'est un ancien Lyonnais aussi. Non, faut arrêter. Après, c'est pas ça, mais financièrement, à cette prétention-là, tu peux pas. Par contre, il y a peut-être un club qui va faire Depay. Et le club qui va faire Depay, tu vas pouvoir aller le voir en disant tiens, du coup, tu as Depay, tu peux pas nous mettre lui en prêt ou quoi que ce soit, ça peut déboucher comme ça. Non, mais je comprends pas pourquoi on pourrait pas faire Depay. Hein. Je te le dis. Toi, tu crois pas à la question des Olympiques? Moi, je pense que ça peut jouer, ces circonstances-là, ça peut jouer entre PSG et OM et entre OL et OM. Il a été identifié OL, tu vois, c'est pas Sinégovou. Tu vois, même Depay, il a quand même marqué il a quand même marqué un petit peu les Lyonnais, je pense. Il a pas eu de truc. C'est un peu le joueur des dernières années. Il a un lion géant tatoué dans le dos. Ça fait rien. Mais qui viennent. Voilà, je te le dis, qui viennent. Mais même par rapport à ce que tu as, je ne sais pas s'il va vouloir gâcher cette histoire d'amour qu'il a eu entre guillemets avec Lyon. C'est autre chose. Tu sais, on peut être surpris parfois. Hein. Ah oui, regarde Wai. Dans le 28-29, là, tu as des surprises parfois. Hein. Donc, voilà. Juste pour rebondir par rapport aux craintes que tu avais par rapport au poste. Tu rebondis surtout, toi, en fait. Non, parce que je voulais le dire tout à l'heure, c'est aussi le désavantage de devoir refonder un collectif entier, en fait. Si tu vires tout ton effectif et que tu dois le refaire en entier. Non, mais c'est que là, on est aussi dans une situation où financièrement, je pense qu'on a besoin de récupérer des fonds. Et en fait, c'est sur un jeu d'écriture comptable. C'est un mouvement qu'on a fait l'été dernier, qui était très important, qui nous semblait des trucs. Mais on a vendu Isaac Touré à Lorient
pour prendre Bamo Meïté en prêt avec option d'achat. On a décalé, on a pris 10 millions d'euros et on les a décalés sur un an. Et j'ai l'impression qu'on est encore dans cette quête-là pour équilibrer les comptes par rapport à Franck McCourt. Question de El Passé au 13 qui m'est destinée. Seb, tu préfères battre Romain au paddle et que l'OM perde contre Nice ou gagner Romain mais l'OM perd à Paris? Non, ça va. On s'en fout de notre match. Moi, je suis pour l'OM. Ça te va comme réponse? De toute façon, tu déclareras forfait comme tu le fais depuis un an. Jamais de la vie. Bon, les amis, 19h15. Je pense que... Bon, allez. Arsène qui nous dit allez, s'il te plaît, Seb, pose la question à Romain. Est-ce qu'il préfère garder Verretou et Gigot toute la saison et ne pas les faire jouer, ou bien les voir renforcer nos concurrents, genre Verretou à Rennes et Gigot à Lille? Le truc, c'est que moi, c'est toujours pareil. Derrière, il n'y a pas McCourt qui va me mettre une petite tape sur l'épaule en me disant je paye ses salaires pour rien, là, tu es sérieux? Donc, si c'est comme ça, si j'ai pas la tape de Franck McCourt, je préfère les garder pour qu'ils fassent rien. Moi, je comprends pas cette question. Après, si tu réfléchis comme ça, c'est ultra logique. Hein. Oui. En gros, la question, c'est est-ce que tu veux renforcer tes concurrents ou est-ce que tu veux pas les renforcer? Non, pas du tout. Après, si c'est les donner à nos concurrents... Est-ce que le concurrent va être forcément te prendre beaucoup de points avec Verretou et Gigot? Si tu te sépares de Verretou Orangier avec le salaire qu'ils ont, je comprends pas, tu te prends un super attaquant, donc tu te renforces. Donc, tu vas pas les faire jouer toute l'année, donc déjà, tu les as pour rien, mais tu prends un mouse costaud devant. D'accord. Si on est, la réponse, c'est ça dépend. Si tu prends un mouse costaud devant, 50 fois, il faut se séparer de ces deux. On est light devant les gars. Il nous faut un attaquant. Mais je pense à part de Paille, tu as un autre nom à suggérer? Je t'ai dit Ben Yedder, même s'il est c'est pas leur Greenwood, c'est gentil à côté. Hein. Les affaires. Tu le prendrais quand cerveau, il a un cerveau lent, comme on dit, tu vois. Mais quel joueur! Il te met combien de buts en première mi-temps hier, Ben Yedder? Question. Combien? J'ai au moins 2. 3. Non? Tu le sais. Donc, par contre, si tu prends Ben Yedder, tu l'installes sur le banc si jamais. Il est titulaire, tu mets Ben Yedder. Donc, du coup, il dit par rapport à l'extra sportif. Donc, du coup, non, c'est pas ça. Non, je disais par rapport à ça. Donc, Ben Yedder, si tu le prends, il est titulaire. Oui. D'accord? Du coup, Wai. Mais après, il peut être pas titulaire tous les matchs, mais il a 34 ans. Mais Wai. Du coup, Wai. Doublure. Titulaire aussi ou pas? Mais tout dépend. Tu l'as acheté 30 millions. Je m'en fous de l'argent, c'est pas le mien. Ça me rend fou, ça, les raisonnements. Tu l'as acheté 25 millions, alors tu es obligé de le faire jouer. On s'en fout de ça. Chelsea, il pense à ça. Le Real Madrid, il pense à ça. Le Real Madrid, il pense à ça avec des exemples de développement. Arrêtez, les gars. C'est intéressant. On a payé 25 millions d'euros, on s'en fout. On fait jouer les meilleurs. Tu peux jouer. Alors moi, je te réponds, tu peux jouer déjà Wai et Ben Yedder. Ça ne me gêne pas, déjà. Et donc, après, c'est le meilleur. On tourne, l'autre, il peut rentrer à la 60e, tu es à l'Olympique de Marseille. Ouais, le meilleur, il tourne. Va en parler un peu au coach, à Philippe Clément, tout ça. Il y a Wem Thailand qui nous dit on veut construire un effectif, arrêtons avec les mecs de 30 ans et plus. Tu n'as que des minots de 20 ans. Il faut bien quand même. Tu en parlais, tu as commencé ton émission. La classe, Ben. Tu as commencé ton émission, tu m'as dit quoi? Niche. Avec les mecs qui ont de l'expérience, etc. Bien, tu en as 2. Tu n'as que des minots. Tu peux avoir un Ben Yedder. On a vu Aubameyang l'année passée. Il n'a pas fait une bonne saison à 34 ans. C'est dommage qu'ils ne sont pas restés. Bien évidemment. On rappelle quand même les coachs de Monaco qui se sont aventurés à mettre Ben Yedder sur le banc. Ils se sont fait virer. Voilà. Deux Herbies, il dit écoute-moi, tu es content, tu n'es pas content, c'est pareil. Il te met 20 buts par saison quand il fait la tronche. Je suis pas content, je signe pas. Voilà. Quand il fait la tronche, il te met 20 buts. Voilà. Après, c'est question d'image. On peut en parler. On a déjà Greenwood. C'est un autre débat. Les amis, j'espère que ce talk show vous a fait plaisir avec un très bon Maël, un excellent Michel Aliaga comme d'habitude. Un Romain un peu effacé ce soir-là. Il faut laisser un peu de place. Il faut laisser la place aux autres. Pas lasser. Bon, merci, il attire la lumière si souvent. Oh, c'est beau. Allez, rendez-vous demain pour l'OM au café et nous on se retrouve jeudi pour un nouveau talk show. Bye bye les amis.